Dans la forêt de Fontainebleau, le plateau de la Mare aux Joncs n'est pas un endroit très agréable pour mourir. Ce plateau est une sorte d'espace gelé, quelques gros rochers gris, une étendue parsemée de genêts et de bruyères. Il devait d'ailleurs y faire froid ce jour d'octobre, veille de la Toussaint 88, le jour où Gilles et Anne-Sophie, âgés tous les deux de 25 ans, ont décidé d'aller prendre avec leur chien un bon bol d'air dans ce coin un peu perdu du massif. Gilles, ce jour-là, serait bien resté au chaud chez ses parents, mais Anne-Sophie lui a dit « Allez, secoue-toi, ce sont les derniers beaux jours ». Elle n'aurait jamais pensé que, justement, ces jours leur étaient comptés. Car ils ne sont jamais revenus de cette promenade ordinaire. On les a cherchés durant des semaines. Les deux jeunes gens ont tout simplement disparu. 2 mois plus tard, le 10 janvier 89, plusieurs chasseurs tentent de retrouver un sanglier blessé la veille. Soudain, quand ils traversent cette zone marécageuse, les chiens aboient et conduisent leur maître vers une sorte de fossé. Là, on voit une chaussure de basket blanche qui dépasse. Il y a une sorte de croix au-dessus des branchages. Alors on dégage, dessous, 2 corps, ceux de Gilles et d'Anne-Sophie. Gilles a été tué de 3 balles de 22 longs rifles dans la tête et d'1 dans la nuque. Anne-Sophie, 2 balles dans la tête et une autre également dans la nuque. Aucune trace d'agression sexuelle ne sera relevée sur le corps de la jeune fille. Ce qui intrigue les gendarmes, c'est qu'ils sont persuadés d'être passés à cet endroit précis durant leurs recherches. Les fougères qui recouvraient les corps avaient l'air d'être fraîchement coupées, la parka de Gilles semblait sortir de la teinturerie. Et les légistes, plus tard, seront étonnés par le lent degré de décomposition des corps, degré incompatible avec un long séjour à découvert en plein hiver dans une région aussi humide. Premier mystère. Un autre, personne n'a rien vu ni entendu le jour du meurtre. Pourtant, ce jour-là, il y avait dans ce coin de forêt des ramasseurs de champignons, des promeneurs, puis surtout des chasseurs. Personne, pas d'indice, pas de témoin et apparemment pas de mobile. Une énorme enquête va commencer qui va durer 10 ans. Vous savez, les gendarmes n'aiment pas les mystères sur leur terre. Alors ils ont ratissé la forêt, découvert des messes noires, un druide même et ses prêtresses, des galops la nuit de cavaliers nus et des tas de petites fêtes discrètes. L'un des meilleurs enquêteurs, l'adjudant Dominique Bélanger, va même s'installer dans une brigade voisine. Et c'est d'ailleurs au cours d'une de ses recherches qu'il va faire une curieuse rencontre. Il s'en souviendra plus tard, c'était, dit-il, 4 mois environ après la découverte des corps. Une fois de plus, j'étais retourné à la Mare aux Joncs. J'étais persuadé qu'on avait oublié quelque chose, et je cherchais. Soudain, j'ai entendu claquer plusieurs coups de fusil, j'ai reconnu du 22 long rifle. Je me suis dirigé vers l'endroit d'où venaient ces tirs. J'y ai trouvé un garçon, grand, assez large, vêtu en chasseur. Je lui ai demandé ses papiers, qu'il m'a présentés sans problème. Il m'a dit s'appelait Frédéric. En réalité, j'ai changé le prénom de ce jeune homme pour garantir son anonymat. Tout était en règle, continue le gendarme, et il se souvient, je lui ai demandé aussi de me faire voir sa carabine, il me l'a tendue, j'ai tiré 4 cartouches et je lui ai rendu l'arme. L'adjudant, à tout hasard, va recueillir les douilles de ces 4 tirs. Le premier examen de ces douilles sera d'ailleurs négatif. Il aurait fallu savoir que le percuteur de cette arme avait été modifié, ce qu'on découvrira plus tard. En tout cas, les recherches vont durer plus de 10 ans, et les années passent comme les juges d'instruction. Un jour, alors qu'on n'attendait plus rien, un message parvient à la brigade, une lettre certes anonyme, mais précise, détaillée et circonstanciée, dont les gendarmes parviennent assez rapidement à identifier l'auteur. En fait, c'est une vieille dame, une ancienne habitante de la région, mais maintenant elle habite dans le Doubs, et un jour, comme ça, elle raconte aux gendarmes de là-bas ce qu'elle a entendu de son amie, qui est la grand-mère de Frédéric. Ce secret terrible, la piste de 3 hommes, ces vieilles femmes l'ont gardé durant 10 ans. Pourquoi ? De qui surtout avait-elle peur ? Et pourquoi l'une d'elles s'est-elle décidée à parler ? On ne sait pas. Frédéric, c'est un prénom qui revient vite dans la mémoire de l'adjudant Bélanger. C'est celui du jeune homme qu'il avait rencontré quelque temps après le double meurtre, à proximité de la Mare aux Joncs. Une enquête discrète va dessiner la silhouette de ce garçon, un garçon qui vivait chez sa mère, mais qui a été initié à la chasse et au braconnage par son père et l'ami de ce dernier. Les 2 hommes l'ont quasiment élevé dans le culte des armes, lui ont appris tous les secrets de l'affût et de la piste du gibier. Frédéric est passionné par ce monde, toujours le fusil à l'épaule, querelleur, impulsif, peu structuré. Le Frédéric est un peu détraqué, on dit dans la commune.
Les trois hommes, le fils, le père, l'ami, sont interpellés le 11 février 1999. Frédéric, qui avait 16 ans au moment des faits, est lui interrogé par les gendarmes de Montpellier, où il suit des cours de droit à la fac. Le père et l'ami sont interrogés sur place. Ces derniers nient farouchement non seulement d'avoir participé au meurtre, mais également d'avoir une quelconque connaissance de son déroulement. Sur ce point, les gendarmes restent sceptiques. Si la grand-mère savait, comment croire que les deux hommes l'ignoraient? Enfin, soudain, le téléphone sonne, les gendarmes de l'Hérault avertissent leurs collègues que Frédéric avoue tout. Là-bas, à Montpellier, et c'est tout de même troublant, Frédéric va faire 4 récits successifs. Il va détailler ses gestes et donner aux gendarmes des précisions sur les vêtements, sur les positions des corps, des précisions qui n'avaient jamais été données dans la presse. Dans ses 3 premières déclarations, Frédéric met en cause son père et l'ami de ce dernier, soit qu'ils aient également tiré sur le couple, soit qu'il l'ait aidé ensuite à dissimuler les corps. Dans une de ces versions, Frédéric affirme même avoir surpris le couple en train de faire l'amour, ce qui aurait provoqué la colère de Gilles Naudet. Enfin, dans la dernière phase de sa garde à vue, Frédéric reconnaît avoir agi seul. Il raconte « J'étais couché dans une coulée de gibier, j'ai été surpris par le chien, j'ai cru que c'était un gibier, je l'ai abattu. » Gilles Naudet aurait alors surgi, très en colère, menaçant, précise Frédéric, qui révèle lui avoir tiré tout de suite 3 balles dans le corps. À cet instant, Anne-Sophie arrive, elle aperçoit le corps sanglant de Gilles, elle crie « mais je vais vous dénoncer », puis elle tente de fuir, mais malgré ses supplications, Frédéric l'abat à son tour. Ensuite, comme on procède, pour achever le gros gibier blessé, Frédéric leur tire à chacun une balle dans la nuque. Son récit est précis, il détaille les vêtements, les positions, les angles de tir, qui seront ensuite vérifiés par les gendarmes, tout apparaît vrai. Mais présenté quelques heures plus tard au juge d'instruction, Frédéric change brusquement d'attitude, il nie tout, il nie sa présence, il nie ses aveux, il accuse les gendarmes de pression et s'enferme dans le silence. Tout de même, lorsque j'ai lu le dossier, je me suis posé 2 questions. D'abord, comment expliquer chez ce garçon, qui est étudiant en droit, de telles déclarations qu'il va signer sur procès-verbal, lui qui connaît le poids de chaque mot dans une telle déposition? S'il était innocent, pourquoi et surtout comment faire des aveux aussi précis, aussi circonstanciés? Autre question, je me souvenais que lorsque l'adjudant Bélanger avait rencontré Frédéric, il avait effectué plusieurs tirs avec la carabine du garçon. Il en avait gardé les douilles, mais l'examen de ces pièces n'avait rien donné. Vous vous souvenez, lors de son interrogatoire, Frédéric avait précisé qu'il avait modifié le percuteur et l'extracteur de l'arme, rendant ainsi négatives les recherches. S'il était innocent, pourquoi expliquer ces modifications techniques? Mais s'il est vrai que les enquêteurs sont persuadés que les aveux de Frédéric sont réels, l'arrêt de renvoi en cour d'assises des mineurs n'apporte aucun élément matériel concret qui pourrait les conforter. L'affaire est jugée en novembre 2001 devant la cour d'assises des mineurs, mais face à l'accusation qui n'avance que les aveux de Frédéric, la défense présente un certain nombre d'éléments qui viennent s'ajouter aux rétractations du jeune homme. 1. Une jeune fille qui se dit être sa petite amie et qui jure qu'il était avec elle le jour du meurtre à l'heure estimée de la mort de Gilles et d'Anne-Sophie. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'heure précise de la mort des jeunes gens. 2. Aucune empreinte génétique n'a été retrouvée sur les armes saisies chez Frédéric. En fait, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Un dernier élément, une déposition à la barre de la cour d'assises a sans doute pesé lourd dans la réflexion des jurés. Un agent de l'Office national des forêts s'est avancé et après avoir prêté serment a déclaré ceci: peu après la disparition des jeunes gens, mon supérieur, et il le nomme, m'a demandé d'aller nettoyer une maison forestière. Ah bon, pourquoi? Questionne le président. Il m'a dit qu'il avait peur qu'on retrouve les 2 cadavres dans la cave. C'était à l'époque où on recherchait les corps. Ah, et qu'est-il devenu, ce supérieur? Demande le président. Vous savez pas, il s'est suicidé en 1994. Cette déposition, faite sous serment, et provenant d'un homme n'ayant aucun lien particulier avec Frédéric, relance une hypothèse avancée dès le début de l'enquête. Les jeunes gens auraient été victimes accidentellement d'une battue de garde-chasse. Cela pourrait expliquer d'ailleurs le déplacement des corps, puis leur découverte, volontaire ou non, au cours d'une autre battue 2 mois plus tard. Gilles et Anne-Sophie ont-ils été tués à l'endroit où on a retrouvé leur corps? Personne, finalement, ne peut le dire. Le 1er décembre 2001, après 4 heures tout de même de délibéré, la cour d'assises des mineurs rend son verdict.
Frédéric est acquitté au bénéfice du doute. Alors, si ce n'est pas Frédéric, qui a tué Gilles et Anne-Sophie? Le temps qui a passé est finalement complice du meurtrier. Mais celui-ci est tout de même dépositaire d'un secret très dangereux. Car quelle que soit la vérité, le tueur a pu être seul pour tuer, mais pas pour déplacer les corps. Il a sans doute été obligé de se confier. Un jour peut-être, le secret sera révélé par imprudence, par remords ou pourquoi pas par vengeance. Il faut être patient. On connaîtra alors, ce jour-là, qui a explosé la tête d'Anne-Sophie alors qu'elle implorait pitié.